Bonjour à tous, merci pour votre connexion à cette 10e web visio organisée par le pôle élevage Ardennes. Aujourd'hui, on démarre par une présentation du vétérinaire docteur Sébastien Demand sur le parasitisme et les effets des antiparasitaires dans le fumier et les bouses de vache que vous allez épandre sur vos prairies. Je laisse la parole à monsieur Demand. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'écosystème des prairies, son importance. Nous allons voir ensuite l'impact et la gestion des antiparasitaires sur ce microsystème. Et nous allons voir finalement quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer de pallier, disons, aux effets négatifs de nos traitements sur l'écosystème des prairies. Alors, il faut savoir qu'une vache produit en moyenne 12 bouses par jour de 3 kg, ce qui fait entre 30 et 50 kg par jour par bovin, ce qui représente une surface de 1 mètre carré par bovin. Vous faites ça fois le nombre de bovins que vous avez dans une pâture et par jour. Vous comprenez vite donc que si la bouse n'est pas vite dégradée, vous allez vite avoir un problème de pâturage. Autour de cette bouse, il y a tout un écosystème, les mouches, les papillons, des bousiers, des larves, des vers. On peut recenser jusqu'à 100 espèces et 10 000 individus par kilo. Et en plus de tous ces mouches, etc., il y a toute une panoplie de champignons, bactéries, algues, etc. Leur but, c'est de recycler la matière organique pour augmenter la fertilité des pâtures et limiter les reflux. C'est également d'aérer et d'améliorer la rétention d'eau, de limiter la population des insectes nuisibles par la gestion de larves de nuisibles et de servir de proie pour différents oiseaux, etc. Alors, l'écosystème des prairies. Une fois que l'animal vient de lâcher sa bouse, en quelques secondes, vous allez déjà avoir certaines diptères et autres insectes qui vont arriver pour pondre leurs œufs, notamment la mouche à merde qu'on appelle communément. Donc cette mouche va pondre des œufs qui en 8 à 24 heures va donner des larves. Ces larves vont creuser des galeries, se nourrir de la matière organique qui n'est pas encore digérée et ainsi terminer la digestion de certaines parties qui n'ont pas été digérées par les bovins. Dans leur tube digestif se trouve aussi également tout un microbiote de champignons, de bactéries qui, à leur tour, vont venir dans cette bouse et transformer toute une partie pour transformer toute la matière organique en matière minérale et ainsi pouvoir donner aux plantes ce qu'elles ont besoin, qu'elles peuvent tirer dans le sol. Il faut savoir que la bouse telle qu'elle, c'est un très bon engrais, mais elle n'est pas assimilable telle qu'elle par les plantes. Il faut qu'elle soit transformée pour que les plantes puissent se servir de celle-ci pour leur croissance. Donc après toutes ces larves, vous avez l'apparition de certains bousiers, donc les petits coléoptères, les scarabées qu'on va voir, qui creusent des galeries. Ils permettent d'aérer la bouse, d'éliminer ainsi les gaz néfastes comme le méthane. Et ils vont creuser des galeries également dans le sol pour enfouir toute une partie de cette bouse dans le sol pour favoriser aussi l'apparition des lombrics qui vont dégrader toute cette partie-là en complexe argilo-humide. Cette bouse donc se dégrade progressivement. Il y a de plus en plus de larves qui arrivent et par la suite arrivent les prédateurs, donc les oiseaux, les blaireaux, les sangliers qui vont se nourrir des larves et des vers et ainsi étaler une dernière fois la bouse pour la faire disparaître. Après, la pluie arrive et la bouse est complètement disparue, la végétation peut reprendre ses droits. Alors, un petit coup de projecteur sur les bousiers. Donc, ils ont un rôle très important au niveau de l'écosystème des bouses, de par leur travail mécanique. Leur travail mécanique va éliminer une partie des larves et des œufs, notamment des strongles, qui sont dans les bouses, et donc diminuer le parasitisme au niveau de la pâture. Ils permettent donc la digestion et l'apparition d'autres, de par leur tube digestif, ils ont des bactéries, des champignons qui vont ensemencer dans cette bouse et continuer la décomposition de celle-ci. Ils transportent également des acariens sur eux, et ces acariens vont aller parasiter les larves de mouches, etc. Et donc participer ainsi également à la diminution des mouches comme les mouches d'automne et les mouches de tête qui sont des nuisibles pour les bovins.
Il faut savoir qu'il y a une expérience qui a été faite donc, au niveau de l'Australie. Donc, ils avaient introduit des animaux, des bovins venant d'Europe, mais les bousiers, en fait, sont très spécifiques des espèces et ils n'avaient pas, du coup, ces bousiers-là, ce qui a fait que les bouses n'ont pas été du tout dégradées. Donc, ça a augmenté énormément le nombre de refus et ça a engendré aussi la pullulation de toutes les mouches dans les pâtures, ce qui a été un très gros problème. Et ils ont dû alors importer les bousiers d'Europe pour essayer de pallier à ça et de revenir à un écosystème stable au niveau des pâtures. Alors, les traitements antiparasitaires ont un fort impact sur tout cet écosystème parce qu'il faut savoir qu'à part le lévamisole, la plupart, quasi tous les antiparasitaires sont métabolisés et excrétés au niveau des bouses, donc ils vont se retrouver dans celles-ci, avec un effet plus ou moins important et ça va engendrer, donc du coup, ça va tuer tous les parasites, enfin tous les parasites aussi, mais aussi toute la bonne faune qui vient dégrader la bouse, ce qui entraîne donc une diminution de la dégradation de cette bouse. Ici, vous avez un schéma. Donc, vous avez une bouse non traitée que vous avez en haut. Il faut savoir que la bouse, en 4 mois et demi, une vache non traitée, elle est à moitié désagrégée et donc elle a à moitié disparu. À côté, vous avez le même schéma, mais pour une bouse d'une vache qui a été traitée à l'ivermectine, vous avez qu'il faut plus de 11 mois et demi pour avoir la moitié de la bouse dégradée, c'est-à-dire on double carrément le temps pour que la bouse se dégrade, ce qui augmente les refus, etc., et diminue la surface pâturable au niveau des pâtures. Alors, nous allons voir du coup comment raisonner les traitements antiparasitaires pour favoriser la dégradation des bouses, l'aération des sols et protéger cette faune. Mais pas seulement, car raisonner ces traitements, ça permet aussi de stimuler l'immunité de l'animal, d'éviter les phénomènes de résistance et d'éviter aussi des dépenses inutiles. Alors, comment mieux raisonner les traitements antiparasitaires? Première chose, c'est le développement de l'immunité. L'immunité des bovins, elle est dépendante de deux facteurs, le temps de contact avec les parasites et l'importance de ce contact. On considère, donc des études ont été faites pour montrer qu'il faut un temps de contact efficace minimal de 8 mois, c'est-à-dire qu'il faut au moins 8 mois de contact au niveau de la pâture entre le bovin et le parasite pour que l'immunité soit faite. Donc, vous imaginez la première exemple. Nous avons une génisse née début septembre, première mise à l'herbe à 8 mois. 8 mois d'âge. On la sort au 1er mai. Vous avez fait un traitement rémanent à ce niveau-là, donc vous voyez en rouge, pendant 1 mois, il n'y a pas de contact car le traitement rémanent tue progressivement tous les parasites et empêche le contact. Vous avez après une saison où le contact va être permis par le fait que les animaux vont manger l'herbe et ingérer les larves des parasites. On va devoir retirer toute une période de sécheresse, c'est-à-dire que si vous avez plus de 70% du temps où vous allez plus de 60% de la ration qui est apportée par du foin, on considère qu'il n'y a plus de contact entre les parasites et le bovin, et donc il n'y a pas de mise en place de l'immunité à ce niveau-là. Et à la fin, donc, encore une deuxième période de contact, on va dire à la fin de l'été, après la sécheresse, au niveau de l'automne jusqu'au 1er novembre. Ce qui fait, pour cette première année de pâture, 3 mois de contact, donc c'est-à-dire 6 mois de mise à l'herbe, 1 mois où il n'y a pas de contact car il y a le traitement rémanent qui est efficace, et 2 mois où vous avez nourri les animaux en pâture, où du coup, ils n'ont pas géré les larves au niveau de l'herbe. Donc, on considère du coup qu'il y a 3 mois de contact dans cette première année de pâture. L'animal, vous allez sortir en deuxième année de pâture au mois d'avril, vous n'allez pas faire de traitement, et vous allez avoir à ce moment-là, on va compter environ 5 mois de contact, ce qui fait les 8 mois sur les 2 premières années de pâture. Vous pouvez considérer que l'animal, au premier vélage, a une bonne immunité et n'aura pas besoin de traitement supplémentaire pour la suite de sa vie. Par contre, vous avez, imaginons donc des génisses laitières que la première année, vous n'allez pas sortir, elle reste en bâtiment au niveau du développement. Et deuxième année, vous allez faire un protocole normal où vous allez faire un petit traitement à la mise à l'herbe au mois d'avril et les rentrer au mois de novembre. Là, si vous voyez, vous n'avez plus que 4 mois de contact, donc de temps de contact effectif entre le bovin et le parasite, ce qui est largement insuffisant pour permettre une immunité totale et ce qui peut poser problème du coup à la troisième mise à l'herbe. L'animal n'a pas une immunité totalement faite et peut encore souffrir de parasitisme.
Deuxième chose à savoir au niveau des traitements, donc dans une population générale de Strong, vous avez naturellement une petite proportion qui est naturellement résistante au traitement. Quand vous traitez, vous éliminez tous les parasites sensibles et il reste du coup plus que les parasites résistants qui, eux, peuvent continuer à se développer. Au fur et à mesure, si vous faites des traitements rémanents de longue durée, des traitements répétitifs, avec toujours les mêmes molécules, vous allez avoir une pression d'infection de sélection importante, ce qui fait que vous allez favoriser très largement l'apparition de résistances au niveau des parasites. Alors, comment faire pour limiter l'apparition de ces résistances? Ça va être en faisant du traitement sélectif. On dit souvent que 20% des animaux hébergent 80% des parasites. C'est-à-dire que dans une pâture, vous allez avoir certains animaux qui vont être maigres, pas très jolis, et ces animaux-là vont héberger une quantité importante de parasites, contrairement à certains autres du même lot qui auront une population assez faible et qui n'impacteront pas du coup leur croissance. Si vous traitez que les animaux qui en ont besoin, vous allez du coup permettre que les autres animaux continuent d'excréter des parasites sensibles et avoir diminué la pression de sélection, ce qui permet de garder une population refuge importante, c'est-à-dire une population sensible qui est la plus importante possible. Par contre, si vous allez traiter à chaque fois tout le lot, vous allez éliminer tous les parasites sensibles et vous allez garder que les parasites résistants qui vont pouvoir se développer dans la pâture. Si vous faites un traitement rémanent de 4 mois, pendant 4 mois, les parasites résistants vont continuer de se développer, mais pendant 4 mois, les parasites sensibles, eux, vont mourir progressivement. Ce qui fait que la population refuge est faible et la proportion de parasites résistants dans la population générale de la pâture va être beaucoup plus importante. Deuxième chose à faire, donc on a parlé de faire plutôt un traitement sélectif plutôt qu'un traitement général. Quels sont les animaux à traiter? Les animaux les plus sensibles, ce sont les animaux qui n'ont pas d'immunité, c'est-à-dire les animaux de première et deuxième année, comme nous avons avant, ceux qui n'ont pas encore eu leurs 8 mois de contact entre les parasites dans leur panse pendant les 2 premières années de pâture. Je vais répéter, tous les animaux ne sont pas infestés de la même manière, donc il faut cibler les animaux qui présentent un retard de croissance, un amaigrissement ou une diarrhée. Ne plus faire de traitement collectif. Et également limiter l'apparition de résistance en ne traitant moins souvent et gardant une population refuge importante en diminuant également la pression de sélection au niveau des parasites. Il faut également cibler les périodes à risque. Il faut savoir que au début du printemps, la contamination de la parcelle n'est pas énorme. Il y a très peu de larves qui ont survécu à l'hiver. Bon, en ce moment, de plus en plus, vu que les hivers sont de plus en plus doux. Mais de manière générale, il y a peu de larves. Donc, la pression de parasites est très faible. Par contre, ces larves vont être très prolifiques, c'est-à-dire qu'elles vont devoir refaire toute la population. Elles vont produire énormément d'œufs. On va avoir, si on fait des coproscopies sur des bovins, on va avoir des fortes concentrations d'œufs dans les bouses. Par contre, en fait, une faible charge parasitaire au niveau du tube digestif du bovin. Le risque pour l'animal, il est lorsque il arrive en contact avec la 3e génération de larves, c'est-à-dire vous avez la larve qui est ingérée, qui va se transformer en adulte. En environ 3 semaines, donc elle évolue en adulte et va produire des œufs. Les œufs vont se retrouver dans les bouses. Les bouses vont donner naissance à les œufs vont éclore en larves qui vont en 5 à 7 jours devenir infestantes et être à nouveau mangées par les vaches. Et ainsi, vous allez avoir un deuxième cycle de parasites, donc une deuxième génération qui se superpose. Le cycle dure environ 1 mois. Et là où ça devient pénalisant pour les animaux, c'est quand ils entrent en contact avec la 3e génération. Donc vous avez une succession de 3 générations, ce qui fait environ 3 mois après la mise à l'herbe, le pic que vous avez au mois de juillet, où là, ça devient pénalisant au niveau des animaux. Donc l'idéal, ce serait plutôt pas de traiter à la mise à l'herbe, où on a peu de parasitisme, mais plutôt, on va dire, 2 mois après la mise à l'herbe, où là, on anticipe le pic de parasitisme au niveau du bovin avant que ça soit pénalisant pour lui, donc on va traiter vers les 2 mois. Ce qui fait généralement un pic au mois de juillet, sauf, donc le pic est déplacé en fonction de la météo. Il faut savoir que les larves ne sont pas mobiles, donc elles ont besoin d'humidité, donc la rosée pour sortir un peu des bouses, ou alors des pluies pour être disséminées au niveau de la pâture. Si vous avez un printemps sec ou un été sec,
les larves vont rester dans la bouse et donc ne vont pas infester la pâture. La pâture va rester saine, sauf que grâce à la croûte qui va se former au-dessus de la bouse, l'humidité va pouvoir rester dedans et la larve reste en attente du coup des pluies. Ce qui fait que dès la première pluie, alors là, vous allez avoir une dissémination importante de toutes les larves qui sont au stade infestant et qui vont se disséminer dans la pâture pour contaminer de manière forte. Ce serait plutôt du coup à ce moment-là qu'il faut traiter. Donc il faut vraiment regarder en fonction de la météo. Un été sec, peu besoin de traitement, mais à partir du moment où ça redevient humide, là, il va falloir surveiller. Alors, bilan. Qui et quand traité, donc qui nous avons vu, donc ce sont les animaux qui n'ont pas d'immunité, donc les premières et deuxièmes années de pâture, qui pâturent dans des parcelles fortement infestées. Quand au période à risque, nous avons vu donc environ 3 mois après la mise à l'herbe, mais il faut savoir que ces 3 mois, ça peut varier aussi en fonction de la conduite que vous faites en pâture. Si vous faites des tournantes entre différentes parcelles, ben, vous allez empêcher justement l'accumulation de parasites et vous allez décaler du coup le pic de parasitisme à 2 mois ou voire vers la fin d'été. Vous pouvez même avoir, si vous faites une rotation sur 6 parcelles, vous pouvez quasi vous passer de traitement antiparasitaire parce qu'au fur et à mesure, les parasites vont mourir avant que vous allez revenir sur cette parcelle-là. Et donc, la pression d'infestation au niveau des parcelles va être faible. Au niveau de la douve ou du paramphistome, par contre, donc là, c'est un traitement à la rentrée des animaux provenant des pâtures à risque. Il faut savoir que le GDS fait un peu des actions douves à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des prises de sang mélange sur les animaux en rentrée de pâture pour voir s'ils présentent des anticorps pour la douve. Et ça veut dire que donc ce lot-là serait infesté. On peut cibler les pâtures à risque, c'est-à-dire les pâtures humides, vu que la douve se développe au niveau des limnés, donc c'est les petits escargots qui se trouvent sur les joncs. Et si vous n'avez pas donc cette humidité, il n'y a pas de développement de douve. Alors, donc, les traitements que vous allez avoir vont avoir un impact différent en fonction des molécules. Vous allez voir, au niveau des toxicités, vous avez l'ivermectine qui a une toxicité élevée, une toxicité moyenne pour la doramectine, l'oxydating, etc. Nous allons voir tout ça ensemble après. Et par exemple, les benzimidazoles, vous voyez qu'ils ont une toxicité faible au niveau de la faune non cible. Ça, c'est important de savoir parce que donc, certaines molécules plus importantes ont un impact fort au niveau de la faune non cible. Donc la faune, ce sont les coléoptères et les mouches, etc., qui décomposent cette bouse. Alors, les douvicides, eux, sont peu rémanents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un largage sur la durée et sont peu toxiques. Donc, au niveau des douvicides, nous avons le triclabanazole, l'albanazole. Ce sont des benzimidazoles peu toxiques pour la faune non cible. Le chlorsoulon, lui, toujours associé à l'ivermectine, comme le virbamecd, a un effet important au niveau des vers de terre et donc important au niveau de cette faune. Les oxyclosanides salicylanides, comme le zanil, donc traitement pour douve paramphistome, eux sont peu toxiques pour la faune non cible. Et enfin, le closantel, fluckiver, lui, a une toxicité importante, surtout au niveau des insectes, et donc un impact négatif très important au niveau de la faune. Au niveau des anthelmintiques strongylicides, donc les vermifuges purs, vous avez les benzimidazoles qui ont une action ponctuelle, c'est-à-dire 24 heures maximum. Eux sont peu toxiques et ont peu d'effets au niveau de la faune non cible, c'est-à-dire qu'une étude faite sur des animaux traités et des animaux non traités, il n'y a pas de différence de dégradation des bouses au niveau des pâtures. Le levamisole, lui, est excrété par voie urinaire, donc a un impact aussi positif au niveau de cette microfaune des bouses. Alors, les autres anthelmintiques strongycides, vous avez les médicaments à durée d'action moyenne de 4 semaines, c'est-à-dire les lactones macrocycliques, ivermectine, Dectomax, Idectine, Ivomec, ce qui est le plus utilisé à l'heure actuelle. Par la praticité, on peut les faire en couronne, ils ont une longue durée d'action et sont très efficaces. Par contre, ces lactones macrocycliques sont toutes toxiques pour les organismes aquatiques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser aux animaux de pouvoir entrer dans une zone humide, une mare, etc., car le relargage de ces principes actifs dans les bouses va contaminer l'eau et va intoxiquer tous les organismes aquatiques qui y vivent. D'ailleurs, si vous regardez les consignes marquées sur les produits, il est bien stipulé que les animaux ne peuvent pas avoir de contact entre des eaux stagnantes pendant toute la durée du traitement. Ces lactones macrocycliques sont classés dans la liste des substances PBT, c'est-à-dire persistantes. Elles persistent longtemps dans l'environnement,
Bioaccumulable, elle s'accumule au niveau des sols et toxique, elle tue la faune, etc., les insectes au niveau des pâtures. Donc il y a deux familles dans les lactones macrocycliques, les avermectines et les milbémycines. Les avermectines, donc nous avons la doramectine, l'ivermectine et les l'éprinomectine. Ce sont des substances très toxiques pour les coléoptères coprophages, donc les bousiers, principalement au niveau des stades larvaires. C'est-à-dire que ces molécules-là, pendant un mois, elles vont elles vont tuer toutes les larves de coléoptères qui se trouvent dans les bouses. Elles ont aussi un effet sur la physiologie des adultes. Chute de fertilité, ils arrivent moins à se déplacer et donc une activité moindre. Et ce qu'il faut savoir, comme j'ai expliqué au niveau de la bouse, ces coléoptères sont très importants parce qu'ils creusent des galeries et permettent l'arrivée de tous les autres arthropodes, vers, etc. au niveau de la bouse pour la permettre de se décomposer. Si ces coléoptères qu'ils arrivent, eux, en fait, ils arrivent dans les premières heures, les premiers jours au niveau de la bouse, la concentration en lactone macrocyclique est la plus importante et c'est là où la toxicité est la plus importante. Donc, eux n'arrivent pas, ils ne créent pas les galeries, la bouse, du coup, reste inerte et alors elle va rester longtemps au niveau des pâtures. Les ivermectines, par exemple, elles sont encore détectables après 13 mois dans les bouses, mais aussi dans le sol. Donc, très important de faire attention, car elles persistent longtemps et donc ont un impact important au niveau des écosystèmes. L'amoxidectine, donc là c'est l'acidectine, elle est métabolisée au niveau du foie, donc elle est à moitié dégradée, ce qui fait qu'elle est moins insecticide, l'effet est moins important, donc ça peut faire une chute de points, etc., mais ça n'a pas un effet comme l'ivermectine où ça tue à peu près toutes les larves. Et l'effet est moins long dans la durée, c'est-à-dire que dans les bouses, ça va avoir un effet pendant environ 15 jours, contrairement, je dis, aux ivermectines qui, pendant un mois, tuent toutes les larves qui se trouvent au niveau des bouses. Les différentes formules qu'on a, donc nous avons les formules longue action, l'acidectine est là par exemple, qui a une durée d'action de 4 mois au niveau de l'animal, ce qui fait que pendant 4 mois, il va y avoir un relargage de cette molécule-là au niveau des bouses, ce qui a un impact très important, encore plus important que les formules injectables par exemple. Et les différentes formules que nous avons avant, donc nous avons les bolus à l'ivermectine, il faut savoir que ça a été supprimé en 2005, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas absorbé du tout au niveau du tube digestif, il reste dans le tube digestif et excrété tel quel dans la bouse, ce qui était une catastrophe au niveau de l'écosystème, et donc les bolus à l'ivermectine ont été complètement supprimés en 2005. Les autres bolus qui existent maintenant à l'heure actuelle, nous avons les bolus à relargage continu, le lévamisole. Comme j'expliquais, le lévamisole, lui, est excrété par voie urinaire et donc n'a pas d'impact au niveau de la bouse. Ou alors, les bolus à relargage séquentiel, l'oxfambendazole, le chronomatique, pour ceux qui connaissent le produit. C'est un bolus qui relargue une dose tous les mois. Ça veut dire que après un mois, pouf, il relargue une dose. Donc, il va nettoyer l'animal. 2 jours après, l'animal, lui, va se réinfester, donc il va remanger des larves, il va se réinfester. Un mois plus tard, pouf, on a encore une dose qui se relâche, et comme ça, 4 fois d'affilée. Et ça, ces bolus sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentialiser le contact avec les parasites sans pour autant pénaliser leur croissance. Donc, nous avons un temps de contact effectif, comme nous avons vu, qui est le plus important possible, contrairement à, par exemple, une formule longue action dans l'oreille ou sur le dos, où pendant 3 semaines, là, il n'y a aucun contact parasitaire. Si vous faites votre bolus, vous avez un contact tous les jours, sauf à peu près les 2 jours qui sont l'efficacité du traitement. Alors, il est important aussi de bien choisir sa voie d'administration. Il y a un risque environnemental accru pour la voie pour Il faut savoir qu'il y a en moyenne 33% de principes actifs en plus pour la même efficacité au niveau du bovin. Pourquoi on en met plus? Parce qu'on sait qu'il y a donc une perte au niveau lessivage. Il y a aussi les animaux qui se lèchent entre eux, donc qui vont absorber les produits des animaux non traités, ce qui en fait une voie qui est inadaptée pour le traitement sélectif. Vous allez traiter un bovin sur le dos. Si jamais vous en avez un autre qui arrive directement après, qui va le lécher, parce que les vaches donc, font leur toilette entre elles, ben finalement, c'est cet autre bovin qui va absorber le produit, contrairement à celui que vous avez traité qui ne le sera pas. Donc, les voies couronnes, ça peut fonctionner pour un traitement collectif, il faut traiter tout le lot, mais si vous avez traité genre un animal ou deux, vous n'avez pas la certitude que cet animal-là va être bien traité. Il faut faire attention également aux conditions d'emploi.
les gens qui traitent à 2 mètres de la bête parce qu'ils ne savent pas trop l'approcher, vous avez la moitié qui part finalement sur le sol et la moitié seulement qui arrive sur la bête. Donc s'il fallait choisir sa voie d'administration, je favoriserais moi la voie injectable, comme je l'ai dit au niveau des ivermectines surtout. La voie orale n'est pas absorbée, donc elle arrive telle qu'elle au niveau des bouses, donc ça a un impact très négatif. La voie couronne, ou alors on traite donc de manière plus importante et plus de manière rémanente, donc un impact également. Donc si il fallait choisir un compromis, la voie injectable donc, permet une moindre quantité de principes actifs et une moindre importance au niveau de la faune des bouses. Alors, quels sont les avantages d'une meilleure gestion des traitements antiparasitaires? 1. La réduction du coût de traitement. Donc, au plus vous traitez, au moins vous permettez l'immunité de se mettre en place. Et donc, au plus vous allez devoir traiter encore les animaux, car si vous arrivez en 3e année de pâture, qu'il n'y a pas d'immunité mise en place, ben, il y a encore une pénalité, donc vous allez devoir traiter vos animaux. Deuxième chose, préserver la faune et la flore des prairies pour permettre l'intégration de la matière organique dans le sol, l'amélioration de la qualité de ce sol et de la fertilité de la prairie. L'augmentation de la surface pâturable en diminuant les refus et par la décomposition des bouses. Et enfin, la diminution du nombre d'insectes nuisibles par le bétail, sachant que donc, les insectes, les coprophages, donc les bousiers, se nourrissent en partie parfois de larves, ont également des acariens qui vont nuire à ces larves en les parasitant, et donc vous avez une moindre importance de ces mouches, donc la mouche d'automne et la mouche de tête, qui sont des mouches nuisibles pour le bovin, sachant que ces animaux-là, les mouches, viennent plus tardivement sur la bouse, et donc la concentration en antiparasitaires est moins importante, eux sont moins impactés par les traitements antiparasitaires. Et autre chose également, la présence du bousier donc, permet d'enfouir le plus rapidement possible et d'assécher ces bouses. Et le fait de disparaître le plus rapidement possible empêche ces mouches-là de venir plus tard, venir pondre dans ces œufs et se développer, ce qui permet un contrôle de la population. Autre avantage d'une meilleure gestion, c'est la limitation de l'apparition des résistances en faisant du traitement sélectif et puis du traitement collectif, et le développement ainsi d'une bonne immunité chez les animaux. Alors, en conclusion, il ne faudrait pas être irréaliste et proscrire tout traitement des animaux, notamment au niveau des ivermectines. Il faut savoir que les ivermectines, c'est le seul antiparasitaire qui permet de traiter à 99% les larves qui sont en hypobiose, c'est-à-dire que quand il fait moins de 10 degrés au niveau de la pâture, les larves commencent à entrer en hibernation, si on veut, au niveau de la caillette des bovins, et ces larves enquistées sont difficilement atteignables. Les lévomisoles n'ont aucun effet dessus. Les benzimidazoles ont un effet plus ou moins, on va dire, 80%. Par contre, les ivermectines, etc., tous les lactones macrocycliques ont un effet à 99%. Donc, si vous avez un animal qui est fortement parasité à la rentrée, vous n'aurez pas d'autre choix que de les traiter avec des ivermectines ou des produits de ce genre-là. Par contre, il s'agira, au niveau de la mise en pâture, de choisir soigneusement les molécules, d'aménager les périodes de traitement, qu'elles soient compatibles à la fois avec la préservation de l'environnement. Si vous faites des traitements à la mise à l'herbe, il faut savoir que la faune de la pâture, elle sort d'hiver, donc la population est très faible. Elle a besoin de se développer, donc les traitements ont un impact beaucoup plus important à ce niveau-là, parce que vous allez tuer les peu qui restent directement. Et du coup, donc je disais, compatible avec la préservation de l'environnement, les insectes, les prédateurs, le cycle des parasites, dont il convient de réduire les effectifs afin de conserver un bon état sanitaire. Actuellement, donc, depuis quelques années, donc, il y a un plan éco-antibio. Il faut savoir qu'à terme, il y aura aussi un plan éco-parasito pour réfléchir. Il ne s'agit plus de traiter à l'aveugle les animaux en disant comme ça, je suis sûr que ça se passe. Il faut réfléchir et permettre l'immunisation des animaux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, merci. Comme nous l'avons vu dans toutes les visios jusque-là, le pâturage est important sur vos résultats technico-économiques, mais aussi sur votre impact environnemental grâce à un stockage carbone. Même si le thème qu'on vient d'aborder n'a pas d'impact directement sur vos résultats de gaz à effet de serre, on voit qu'il est important de mettre toutes les chances de son côté afin de valoriser au mieux les prairies que l'on aura mis en place ou que l'on voudra maintenir dans le but de nourrir nos animaux et dans le but d'une autonomie fourragère. Donc,
C'est encore là un exemple que l'environnement est un atout pour votre exploitation, mais qu'il faut surtout optimiser ces pratiques d'élevage. Nous sommes en attente de vos questions. Si je peux me permettre, une étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 2000 a démontré l'impact donc, au niveau des bousiers. Ils ont estimé la valeur des bousiers à 2 milliards de dollars par an, c'est-à-dire ces 2 milliards de dollars qui, sans ces bousiers, devraient être mis en place pour la fertilisation des pâtures, les traitements des bovins, etc. Donc il faut vraiment voir l'importance de ces bousiers qui ont dû être importés au niveau de l'Australie, par exemple, pour pouvoir gérer donc la population de mouches et le fait que les bouses ne se dégradaient pas, et également donc, au niveau du contrôle du parasitisme général. Bon, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.